Alors, je vais commencer par cet exercice. Je vous ai promis de le faire. Donc, vous avez un cylindre de masse grand R de rayon R qui roule sans glisser sur un plan horizontal. Sur le cylindre, donc, est accroché un pendu. Donc, il est solidement accroché au cylindre dans ce pendu, de longueur grand L et de masse petit l. D'accord. Donc, on vous demande de déterminer l'équation du mouvement. C'est un système combien de degrés de liberté? Donc, nombre de variables. C'est combien? Il est fixe, la racine, elle fixe, elle est solide, elle est soudée. Elle est soudée au cylindre. Une seule. Alors, quelles sont les variables? X, Y. Comment ça? Donc, X, donc il se déplace dans la direction X et Y. Donc, c'est un plan horizontal. Donc, il roule. Donc, il n'y a pas de déplacement vertical. D'accord? Donc, on voit très bien que vous avez un mouvement de translation. Donc, le cylindre roule et glisse en même temps. Donc, il y a deux mouvements du cylindre, à l'image d'une roue. Donc, quand elle se déplace, donc elle tourne. Donc, il y a un mouvement de rotation que je peux repérer avec la variable θ. Donc, il y a une rotation. En même temps, elle se translate. X. Donc, a priori, on a deux natures. Une translation et une rotation. Donc, nombre de variables égale à 2. Lesquels, donc, c'est X et θ. Est-ce qu'il y a des contraintes entre X et θ? Hein? Oui, les roues sont glissées. C'est-à-dire qu'il y a une adhérence. S'il y a un glissement, donc la roue, elle peut tourner. Elle peut tourner. En même temps, elle glisse. Il n'y a pas d'adhérence. C'est comme par exemple, vous avez du verglas. La voiture, elle patine. Donc les roues tournent dans le vide. Les roues tournent, mais le véhicule ne se déplace pas. Là, il y a un glissement. Maintenant, dans notre condition, il y a un roulement, donc il y a une rotation. En même temps, il y a une bonne adhérence. Donc il n'y a pas de glissement, ça ne glisse pas. Donc à chaque fois que la roue tourne, il lui est associé un mouvement de translation. C'est bon? C'est comme la roue d'une voiture. Donc, la roue, elle tourne, en même temps, lorsqu'elle tourne, la voiture se déplace. Donc il y a une bonne adhérence. C'est ce qu'on appelle condition de roulement sans glissement. D'accord. Condition de roulement sans glissement. Ah. C'est bon? Donc, est-ce qu'il y a un lien, une relation entre X et θ? X égale à R θ. Est-ce que tout le monde voit ça? X égale à R θ. Donc, vous pouvez très bien voir que lorsque la roue tourne, par exemple, elle tourne dans ce sens, θ, comme ça. Voilà. Donc, je repère le système avec l'angle θ. La roue se déplace comment? Comme ceci. D'accord. Très bien. Est-ce qu'il y a donc un lien entre X et θ? Donc, votre camarade me dit que c'est X égale à R θ. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Nous avons une condition de roulement sans glissement. Regarde. Si par exemple, je prends une roue et je place au point de contact, je place un marquage, une peinture sur la roue. Et je la place sur le sol. Non? Elle me donne une trace sur le sol. D'accord. J'effectue une rotation complète de la roue. Donc, la roue se déplace, va tourner jusqu'à ce que la trace touche à nouveau le sol.
Donc, il y a une rotation, en même temps une translation. Voilà. Donc, je mesure, donc il y a une deuxième trace. La roue, elle a tourné de combien? De un tour complet. Un tour complet, donc c'est 2 pi. Pour un tour complet, il lui correspond quelle distance parcourue? C'est la valeur de la circonférence. Donc la distance qui est parcourue, c'est quoi? L est égale à combien? L est égale à la valeur de la circonférence. Donc je prends ça, par exemple, un fil, ici, j'ai le temps. Voilà. Donc ça va me donner la circonférence du cercle. Ça fait L est égale à 2 pi R. D'accord. Parce que dans la définition de la circonférence d'un cercle, la circonférence d'un cercle est définie comment? Donc, je prends la circonférence, L, et je divise par le rayon. On trouve quoi? Le 2. C'est comme ça qu'on a défini la variable angulaire, le delta. D'accord. Donc, pour un arc de cercle de longueur L, le lien qu'il y a entre L et delta pour un rayon R, c'est quoi? L est égal à R fois delta. D'accord. Ça vient de la définition. Donc vous avez la circonférence, je l'appelle comme ça. Par exemple, grand L est égal à 2 pi R. D'accord, pour un angle 2 pi. Ok. Donc pour la circonférence, il y a une rotation de 2 pi. Pour un angle delta, quelle est la longueur qui est parcourue? Disons la règle de 3, ça donne. Donc L égale à 2 pi fois L, 2 pi. Alors L est égal à voilà. L fois θ divisé par 2 pi. D'accord. Sachant que la circonférence du cercle est égale à 2 pi R, 2 pi fois R, fois θ divisé par 2 pi. Donc ça donne la longueur de l'arc de cercle, L, égale à θ. D'accord? Est-ce que c'est clair sur le point? Très bien. Donc la distance qui est parcourue x, la distance qui est parcourue x est égale à r fois θ. Donc c'est quoi? Bon, voici donc la contrainte. Donc le lien qu'il y a entre x et θ, entre les deux variables. Et de là, on définit le nombre de liberté. Un ddl égale à, donc 2 moins les 1 est égal à 1. Soit vous travaillez avec x, soit vous travaillez avec θ, peu importe. C'est exactement la même chose. T moins énergie potentielle. Voilà, énergie potentielle de la grande masse plus énergie potentielle de la petite masse. Alors, le cylindre, est-ce que son attitude change? Non, pas ça. Donc, une grande tête vers 0. Il reste juste une petite aire. Une petite aire, donc, c'est l'énergie cinétique d'un point de vue simple. Donc, vous choisissez un point de repère pour l'énergie potentielle. Par exemple, je choisis ici. J'oriente le repère vers le bas. L'énergie cinétique est égale à U1. L'énergie potentielle, donc c'est moins 1G L cosinus θ. Très bien. C'est bon, c'est clair? Okay. Donc vous voyez très bien que l'énergie potentielle, par rapport à mon repère, est définie négative. Pour les systèmes mécaniques, on considère toujours les vibrations de faibles amplitudes. On considère toujours des vibrations de faibles amplitudes. Donc on minimise l'amplitude des vibrations. Ça veut dire que θ est faible. D'accord. Donc cet état faible,
ce cosinus θ, je ne vais pas laisser comme ça. Je vais faire un développement limité de cosinus θ 1 moins θ au carré sur le factoriel plus θ carré sur le factoriel, et ainsi de suite. Donc pour le développement limité, donc, je me limite en termes θ au carré. Donc, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Si vous prenez par exemple θ est égal à 5 degrés, donc vous faites la conversion en radian, vous allez trouver quelque chose de très très faible, 0,1 quelque chose. Okay. Donc pratiquement en dessous de 10 degrés, donc, je peux faire cette approximation. Cos θ égale à 1 moins θ par sur le donc je remplace. Qm égale à moins mgl 1 moins θ au carré sur ce qui est donc l'énergie potentielle Qm de la petite masse moins mgl 1 moins θ au carré sur 2 supplément, donc n demi de mgl θ au carré plus une constante moins mgl. Donc l'énergie potentielle est donnée toujours à une constante près. Donc vous reconnaissez ici la parabole, le comportement de la parabole en θ au carré, une constante fois θ au carré. Donc la forme du potentiel, c'est comment? Elle est comme ça. Donc logiquement, il va y avoir oscillation. Est-ce que c'est clair? C'est bon? Très bien. Donc s'il n'y a pas de questions, je passe à l'énergie cinétique. L'énergie cinétique du système. T. Le système est constitué de deux masses. Donc l'énergie cinétique de la première masse plus l'énergie cinétique de la petite masse que je considère ponctuelle. Donc cette masse, je la considère ponctuelle. Je vais commencer par T grand. C'est plus simple. L'énergie cinétique de la grande masse ou du cinéma égale à quoi? Un demi de m r θ point tout au carré. Oui. I. Non, ça va faire. Ça, c'est de rotation. Ouais. Alors, on prend ça ou ça. Ça, c'est de l'énergie cinétique de translation. L'énergie cinétique de quoi? Translation ou de rotation? Regardez, le cylindre, lorsqu'il se déplace sur une surface horizontale, donc il tourne, donc il possède un mouvement de rotation. Okay. En même temps, à cette rotation est associée une translation. Donc nous avons un mouvement composé de deux natures. Une nature translation, l'autre nature rotation. Donc pour l'énergie cinétique, la translation elle possède sa valeur, la rotation elle possède une quantité. D'accord? Donc l'énergie cinétique dans notre système T est égale à énergie cinétique liée à la translation, le fait que vous avez un mouvement de translation, c'est un mouvement qui est composé, plus une énergie cinétique liée à la rotation. Le fait que vous avez un mouvement de rotation. Donc, le bilan de l'énergie, vous avez la somme des deux. Énergie cinétique de translation plus énergie cinétique de rotation. D'accord? Donc la translation possède une valeur d'énergie
la rotation possède une autre valeur d'énergie. D'accord. Est-ce que c'est clair, c'est bon? Très bien. La translation, on a défini comme étant T translation égale à 1/2 de grand M x point au carré. C'est l'expression de l'énergie cinétique de translation. Et la rotation 1/2 de I θ point au carré. Voilà. Donc il y a la composition des deux. Ok. Quelle est la variable que vous voulez prendre? On va prendre θ comme variable pour l'étude du système. De toute façon, c'est la même chose. Θ ou x, vous allez trouver les mêmes équations différenciées. Parce qu'il y a juste une différence entre les deux. Une information que je ne vous ai pas donnée, le moment cinétique, pardon, le moment d'inertie du cylindre est égal à 1/2 de grand M R au carré. Donc ça, c'est une donnée. Ça va faire donc 1/2 le grand M. Je vais transformer le x point en θ point. Donc ça va faire R θ point de tout au carré. Plus 1/2. Je remplace I par sa valeur. 1/2 de M R au carré θ point au carré. Donc ça va faire donc 1 quart plus 1/2. Logiquement, ça va faire 3 quarts de M R carré θ point au carré. Donc ça c'est T de grand. Donc au final, l'énergie cinétique, voilà, l'énergie cinétique de cylindre. Donc T grand M est égal à 3 quarts M R au carré θ point au carré. Très bien. Donc il me reste maintenant l'énergie cinétique de cette petite masse. Je passe ici. Alors regardez, je vais prendre le pendule. Simple. Je repars avec θ. L'énergie cinétique est égale à quoi? C'est 1/2 de M, vitesse de la masse, au carré. Donc, la vitesse de la masse, elle vaut combien? Elle se déplace donc, le déplacement est sous forme d'un arc de cercle. Elle est égale à R θ. Donc, L point, qui est la vitesse, est égale à R θ. D'accord. Donc, égal à 1/2 de M R carré θ point au carré. Donc ça, c'est l'énergie cinétique d'un pendule ponctuel. Pendule ponctuel. C'est-à-dire la masse, elle est ponctuelle. Je vous pose la question suivante. Si la masse n'était pas ponctuelle, si cette masse n'était pas ponctuelle, est-ce que j'ai le droit d'utiliser ça? 1/2 de M. Pas le droit. Non. Voilà, à la dimension. Donc je suis obligé d'utiliser la théorie du moment cinétique. Donc énergie cinétique 1/2 de M, 1/2 de I, le moment d'inertie, d'accord? Point θ point au carré. Je peux l'utiliser ici. Donc T est égal à 1/2 de I θ point au carré. Donc ça c'est la relation générale lorsque vous êtes en présence d'un mouvement de rotation. D'accord? Donc, dans le cas général, donc, si vous avez une masse qui n'est pas ponctuelle, vous utilisez ça. Très bien. I maintenant est égal à quoi? Le moment d'inertie de la masse est égal à quoi? Égal au moment d'inertie de la masse. Alors, l'axe de rotation, est-ce qu'il passe par le centre de gravité de la masse? L'axe de rotation. Est-ce que cette petite masse
tourne autour d'un axe qui passe par le centre de gravité. Non. La masse tourne autour d'un axe qui est différent de l'axe qui passe par le centre de gravité. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser ici? Huygens. Théorème. Le théorème de Huygens. Qu'est-ce qu'il dit, le théorème de Huygens? Il faut rappeler. Donc, quand vous avez une masse qui tourne autour d'un axe delta prime, parallèle à l'axe delta qui passe par le centre de gravité. Donc, I par rapport à delta prime est égal à I par rapport à delta, auquel je rajoute la quantité 1 d au carré. D, c'est la distance entre les deux axes. D'accord. On va utiliser ça ici. Donc, voici l'axe qui passe par le centre de gravité. Donc, voici l'axe delta. On voit très bien qu'il y a une distance d entre les deux. Donc, le moment d'inertie est à quoi? Le moment d'inertie de la masse, auquel je rajoute m L au carré. D'accord. Donc, ici, j'ai utilisé Huygens. Moment d'inertie d'une masse ponctuelle. Oui. C'est M au carré, c'est la distance entre les deux. M, c'est ce terme. C'est la masse fois la distance entre les deux axes, le centre de gravité et l'axe de rotation. Maintenant, pour une masse ponctuelle, c'est-à-dire que je néglige ces dimensions géométriques. Ça, c'est ce qu'on appelle ponctuel. Je néglige ces dimensions géométriques par rapport à mon système, aux dimensions de mon système. Ça, c'est ce qu'on appelle une masse ponctuelle. Son moment d'inertie I pratiquement égal à 0. Parce que le moment d'inertie se manifeste lorsque vous avez une masse qui a des dimensions géométriques. D'accord. Donc, une masse ponctuelle, on considère que lorsqu'on fait le calcul, on trouve que son moment d'inertie est pratiquement 0. D'accord. Donc, pour la masse ponctuelle, ici, ça va être égal à 0. D'accord? Donc, I égale à ml au carré. Et je trouve, donc, énergie cinétique, T égale à 1 demi de ml au carré, θ point. Comme vous pouvez remarquer, donc, on trouve le même résultat. D'accord. Donc, ça, c'est dû à quoi? Du fait que j'ai pu utiliser cette relation, le fait que la masse est ponctuelle. Si la masse n'est pas ponctuelle, je n'ai pas le droit d'utiliser ça. Lorsque la masse effectue un mouvement de rotation. Donc, on peut commencer par T égale à 1 demi et θ point au carré. Après, puisque la masse est ponctuelle, I égale à 0, donc égale à 1 demi m au carré. Voilà. Donc, si vous avez une masse ponctuelle, vous pouvez utiliser ça. C'est encore ici. D'accord. Si la masse n'est pas ponctuelle, vous n'avez pas le droit d'utiliser ça. Vous êtes obligé d'utiliser cette relation. Très bien. Pardon? Généralement, pour le pendule, on prend toujours une masse ponctuelle. Si elle n'est pas ponctuelle, on vous le précise, bien évidemment. Donc c'est bon, c'est clair? Très bien. Donc ça, c'est pour un pendule simple. D'accord. Je reviens à notre système. Lorsque le cylindre subit un mouvement de translation, l'axe de rotation, est-ce qu'il est fixé comme dans ce cas? Il n'est pas fixe. Ouais. Ici, le pendule, donc, lorsque le cylindre tourne, d'accord? Alors, le pendule, il entraîne avec lui, bien évidemment, le pendule, mais en même temps, le centre de rotation du pendule n'est pas fixe. Il est entraîné, il y a un entraînement. Vous voyez? Donc, le mouvement n'est pas simple. Ça, ce n'est pas un mouvement de rotation simple qu'il effectue. Un mouvement de rotation simple, si l'axe de rotation était fixe. Ça, c'est vrai. Mais ici, en plus du mouvement de rotation, vous avez un entraînement, il est entraîné. Donc, lorsque cette masse se déplace comme ceci, le centre
de rotation des pendules se déplace, il y a un recul. Elle est entraînée vers l'arrière. On est en présence d'un mouvement relatif. Non, c'est un mouvement relatif. Donc je ne peux pas dire que la masse ou l'énergie cinétique de cette masse vaut la chose suivante. Le fait que c'est une masse ponctuelle, je vous ai dit que je peux utiliser cette relation. Donc T de la petite masse est égal à 1 demi de M V M au carré. Maintenant, c'est un mouvement relatif. Donc je vais calculer les deux. C'est comme on a fait la dernière fois. Je calcule la vitesse de ce mouvement composé. Est-ce que c'est clair ce point? Est-ce que tout le monde voit ça? Que le mouvement est composé d'une rotation et d'une translation. D'accord? Ce n'est pas un mouvement de rotation simple autour d'un axe qui est fixe. Donc, en plus de la rotation, le système de pendule est entraîné vers l'arrière. D'accord? Très bien. Je prends un repère mobile, R', et le repère fixe, O. D'accord. Donc je repère la position de la masse. Je peux effacer là? C'est bon? Ok, j'ai pas besoin. T égale à donc 1 demi de M Vm au carré. Je vous rappelle encore une fois, j'utilise cette relation, le fait que la masse est considérée comme étant ponctuelle. Très bien. ON égale à O' plus O'M. Donc je passe la vitesse. D de OM sur dt égale à D2 O' sur dt plus D2 O'M sur dt. Donc vitesse de M par rapport à O. Maintenant, vitesse de la masse par rapport à un référentiel du laboratoire au sol. 1 par rapport à O est égal à donc vitesse de O', O' par rapport à O, plus vitesse de M par rapport à O. Voilà. J'élève au carré, ce qui m'intéresse donc c'est la vitesse au carré. Vitesse de 1 par rapport à O au carré égale à vitesse de O' par rapport à O plus vitesse de 1 par rapport à O', tout ça au carré. Égal. Vitesse de O' par rapport à O au carré plus vitesse de 1 par rapport à O' au carré plus 2 fois vitesse de O' par rapport à O scalaire vitesse de 1 par rapport à O'. D'accord? Très bien. Vitesse de O' par rapport à O. Celui-là se déplace comment? De quelle quantité? Se déplace de la quantité x. D'accord? Donc la vitesse c'est x point. Donc vitesse de O' par rapport à O égale à x point, en module bien sûr. Vitesse de 1 par rapport à O'. Vitesse de 1 par rapport à O'. Vous le connaissez? Donc pour les systèmes vibratoires, on considère toujours que l'amplitude des vibrations est faible. Donc, pour n'importe quel système, on fait en sorte que l'amplitude des vibrations soit faible, il ne faut pas qu'elle soit importante. Et pour cela, bon, je vais passer aux approximations. Donc, je vais considérer que l'amplitude des vibrations est très très faible. Θ faible. Donc je fais le développement unité de cosinus θ, 1 moins θ au carré sur 2, je remplace, et de 1 par rapport à O au carré égale à x point au carré, plus L carré θ point au carré, moins 2 fois x point, L θ point, donc 1 moins θ au carré sur 2. Égale x point au carré, plus L carré θ point au carré. Donc ici, vous avez alors moins 2 fois L
x point θ point plus alors x point θ point L θ au carré. Ah. Toujours, les modèles physiques sont basés sur les approximations. Je néglige le dernier terme en θ au carré devant les autres termes. Ce qui me donne donc t, vitesse de n par rapport à O au carré égale x point au carré plus L carré θ point au carré moins 2 fois L x point θ. Donc je me limite à ce terme. Je peux aller ici, c'est-à-dire j'aurai quelque chose de plus précis dans les calculs, mais je me contente pour mon système une approximation au premier ordre, au second ordre. Je peux aller au second ordre de l'approximation. J'aurai des résultats plus précis. Donc tout dépend de l'objectif de votre calcul. Est-ce que vous voulez avoir des résultats avec des résultats donnés ou des résultats avec une grande ici, donc vous avez un système intégré de liberté. Donc ça sert à rien de garder le x point et θ point, sachant que dans x point est égal à L R θ point, je vais remplacer égal à R carré θ point au carré plus L carré θ point au carré moins 2 fois L R θ point au carré. Et ça donne donc R carré plus L carré moins 2 fois L R de tout, donc θ point au carré, ce qui me donne vitesse de 1 par rapport à O au carré égale à. Alors ça c'est L moins R au carré. Voilà. L moins R au carré, θ point au carré. Donc au final, l'énergie cinétique P de la petite masse est égale à 1,5 de N L moins R au carré θ point au carré. D'accord? Donc vous avez au final l'énergie cinétique. Donc je passe ici. Donc T égale à T grand R plus T petit r égale à 3K M R carré θ point carré plus 1,5 de petit m L moins R au carré θ point au carré. Donc, je peux mettre 1,5, donc ici 3,5 de grand M R carré plus M L moins R au carré. Voilà. θ point au carré. Voici l'expression de l'énergie cinétique. Donc, énergie potentielle, nous l'avons trouvé tout à l'heure, donc c'est 1,5. Vous me rappelez l'expression 1,5 de M 1,5 de mg L θ au carré moins mg L. Voilà, très bien. Donc ça ici, vous avez fait ça. Le reste, si tu calcules, l'équation de la tranche. Donc le L est égal à T moins U égal à 1,5 3,5 moins M R carré plus M L moins R au carré θ au carré moins 1,5 MGL θ au carré plus MGL. L'équation de la tranche, D sur dt, dl sur dθ point dl sur dθ égale à 0. Donc ce qui va vous donner 3,5 donc mr carré plus m l moins r au carré c'est à 2 points plus mgl θ égale à 0. Donc vous avez la pulsation propre du système θ 2 points plus oméga 0 carré θ égale à 0 avec oméga 0 égale à racine carrée de
Donc n gère sur cette quantité-là, donc fois limite de grand n r carré, plus n l moins r en carré. Donc voici le résultat de notre problème. Est-ce que c'est clair, c'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. Monsieur, si elle n'est pas fixe. Pardon? Si elle n'est pas fixe. C'est A. Elle n'est pas fixe. Elle. C'est là. La tige. Elle, oui. Elle n'est pas fixe. On ne va pas faire la vitesse sur la tige. Si elle n'est pas fixe. On n'est pas fixe. Oui, elle n'est pas fixe. Oui. On ne va pas faire la vitesse sur la tige. C'est-à-dire, elle tourne autour de ce point. Ouais. Ah, d'accord, j'ai compris. À ce moment-là, c'est un autre problème. C'est un problème à 2 degrés d'écart. Il n'y a pas de contrainte entre θ et x. Θ est une variable indépendante de x. D'accord? Donc vous aurez un problème à 2 degrés d'écart à traiter. Mais toujours, il dit que lorsque le conduit tourne, il est entraîné. Donc je suis obligé de passer par le mouvement relatif pour déterminer sa vitesse. Si elle n'est pas de translation, il n'y aura pas de. Non, bien sûr, je suis dans ce cas-là. Le conduit simple. S'il n'y a pas de translation. Je suis dans cette configuration. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon?